que je vais vous faire en une heure et demie à peu près, qui rentre dans le détail des 5 dernières années à peu près de la gestion de l'Olympique de Marseille, qui est centré sur les aspects économiques. On va regarder d'abord un peu le travail qui a été fait, notamment sur le marché des transferts, et regarder un peu rétrospectivement les bons coups qu'on a fait et aussi les mauvais. On va aussi faire une analyse des comptes de résultats et bilans de l'Olympique de Marseille de manière assez détaillée. Je me suis lancé dans un petit exercice de prospective pour essayer d'imaginer ce que pourrait être l'économie de l'Olympique de Marseille sur les saisons 2021 et 2022, dont on n'a pas encore les comptes, et pour cause, puisque la question 2022, elle est encore en cours. Et puis aussi, on va se poser la question de savoir un peu quel est l'avenir pour l'Olympique de Marseille, et essayer de proposer des pistes de réflexion sur les axes d'amélioration qui peuvent nous permettre de franchir un cap. Alors ça va être une discussion un peu technique, donc pour ceux d'entre vous qui en ont besoin, je vous recommande de prendre une tisane. Alors pourquoi c'est important déjà de parler de l'économie du club? Nous en tant que supporters, clairement ce qui nous intéresse avant tout, c'est les résultats sportifs, mais les supporters s'intéressent de plus en plus à l'économie du club, et c'est pertinent dans la mesure où, quel que soit l'investisseur qu'on ait à l'Olympique de Marseille, que ce soit McCourt ou son successeur éventuel, il y aura toujours un budget qui est limité, qui sera accordé par cette personne-là, très riche on espère, mais en tout cas un budget qui sera compté. Et quand on fait des mauvaises décisions sur le plan des transferts et qu'on investit mal l'argent qui est mis à disposition, et bien la conséquence c'est qu'on a des joueurs comme Abdenour ou Sertic qu'on voit là sur la photo, ou d'autres qui traînent un peu en bout de banc, qui sont pas motivés, qui traînent en réserve, qui nous coûtent très cher, qui nous empêche éventuellement de recruter des joueurs de meilleure qualité, des joueurs qui vont mouiller le maillot. Donc un euro qui est mal investi, c'est un problème pour les supporters parce que c'est un joueur qui risque de pas apporter ce qu'il devrait, et surtout que c'est une opportunité qui est perdue d'investir mieux l'argent. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de donner des armes à ceux qui l'écouteront pour pouvoir discuter de manière le plus constructive possible avec les interlocuteurs qu'ils auront, que ce soit des supporters, des gens des médias, ou éventuellement même la direction de l'Olympique de Marseille, si vous voulez leur poser des questions. Au moins là, vous aurez des questions précises à leur poser. Alors, pour commencer un peu par les opérations football, il y aura trois parties, les opérations football, l'aspect financier et puis les perspectives. Partie football. Donc la première année 2016-2017, c'est l'année de transition, où en début de saison, on avait encore la gestion de Margarita Louis Dreyfus, puisque la vente a été conclue officiellement le 29 août, mais après une période de transition, c'est seulement en octobre ou novembre de mémoire que Garcia est arrivé avec Jacques-Henri Hérault et Anthony Subisarreta. Euh, et du coup, on a vu des arrivées et des départs qui ne sont pas passés au même moment. En fait, on a eu des départs en début de saison de gros joueurs comme Batshuayi, Nkoudou, Alessandrini, Djadjedje, Mandanda, et puis des recrues assez moyennes comme Ubochan et Khaoui et Kabela en début de saison, qui étaient plutôt encore le fait de la gestion Margarita Louis Dreyfus, et surtout des petits bouts de chandelle qui nous restaient pour essayer de finir cette mandature-là. Et puis le début de la mandature McCourt, un peu en fanfare, avec le recrutement notamment de Payet, celui de Sanson, et puis les recrutements de Sertic ou encore des joueurs comme Patrice Evra, qui n'ont pas toujours été des réussites, mais en tout cas pour les deux transferts qui nous ont coûté cher, Payet et Sanson, globalement, c'est des joueurs qui ont plutôt donné satisfaction, même si on peut s'interroger sur le cas de Payet, sur le fait que bah, on a quand même payé 32 millions d'euros pour un joueur qu'on n'arrivera jamais à revendre, et du coup c'est 32 millions d'euros qu'on reverra pas. Et puis pour Sanson, en l'ayant acheté 12 millions d'euros, il y avait quand même une marge de progression assez limitée, ça ne nous permettait pas de faire une culbute fantastique en le revendant très cher des années après, comme on le verra d'ailleurs, on n'a pas gagné beaucoup d'argent sur le transfert de Sanson. En 2017-2018, là, Garcia bien installé, veut monter une équipe ambitieuse pour être tout de suite compétitive. Du coup, il fait appel à des joueurs qui sont confirmés plutôt sur la deuxième moitié de leur carrière, qu'on paye assez cher, notamment Mitroglou et Germain qui sont très chers à mon avis, et Thauvin qui à 12 millions et demi peut paraître une affaire compte tenu du nombre de buts qu'il nous a marqué, mais le fait qu'il soit parti gratuitement aussi, ça fait que globalement ça c'est de l'argent qui a été investi pratiquement à perte par McCourt, complètement à perte même dans le cas de Mitroglou, qui a quand même marqué quelques buts, mais globalement qui a jamais été un joueur qui nous a
était très utile à l'OM. Germain, il a eu du mal à se positionner. On a toujours cherché à le faire travailler dans un 4-4-2 comme deuxième attaquant, mais il n'y a jamais eu ce système qui était proposé à l'OM. Et apparemment, c'est la seule chose qu'il sait faire. Donc c'était une erreur de casting dans le fond, et trop cher et avec un salaire très élevé en plus. Il y a quand même eu Luis Gustavo qui était plutôt un bon coup, mais 8 millions d'euros c'était pas non plus donné pour un joueur qui avait déjà 30 ou 31 ans quand il est arrivé. NGA, on verra qu'on a perdu quelques billes dessus. Rami, on l'a libéré de son contrat, donc les 6 millions d'euros qu'on a payés ont fini par nous coûter cher. Et Mandanda, on le libérera aussi. Donc grosso modo, là, sur tous ces joueurs qui ont été recrutés cette année-là, on n'a pas récupéré beaucoup de sous, à part un petit peu sur Luis Gustavo et NJ, mais même rien que sur leur transfert à eux, on a perdu plus d'argent que ce qu'on avait gagné. Ce qu'on voit cette année-là, c'est qu'on se débarrasse des boulets dont on voulait plus, comme Rekik et Ubo-chan, qui n'étaient pas au niveau du club, qu'on dépense 53 millions d'euros quand même, ce qui est assez considérable, et qu'on arrive, c'est peut-être une des meilleures saisons avec McCourt, à finir quatrième en Ligue 1, mais avec 77 points, on peut se dire qu'on méritait peut-être mieux cette saison-là en championnat. Finaliste en Coupe de l'UEFA, avec une super belle aventure dont on se souviendra, et puis une élimination en Coupe de France contre Bourg-Péronas qui nous reste un peu en travers de la gorge. Mais sur le plan économique, en tout cas, une année franchement catastrophique rétrospectivement. L'année d'après, ça va pas tellement mieux. Là, on recrute Strootman, Chaletatsar, Radonjic et Amavi. Strootman, les 25 millions d'euros, on se demande toujours comment on a pu dépenser autant d'argent pour un joueur qui nous a aussi peu servi. Chaletatsar, on a payé 20 millions d'euros pour un bon joueur, mais c'est quand même 20 millions d'euros, 19 millions d'euros. C'est quand même une somme, et on se dit que pour ce prix-là, on peut en trouver des bons joueurs. Et Radonjic, c'est un bon joueur aussi, mais pas au niveau de l'OM, et 12 millions d'euros, c'était pas du tout le bon tarif si on voulait faire une bonne opération. Quant à Amavi, on a payé 10 millions d'euros, ce qui était à peu près le tarif, mais il nous a donné quand même des résultats assez intermittents. Donc là, globalement, un mercato dans l'ensemble complètement raté, avec une vague embellie, Tchaletatsar, mais qui est quand même très cher. Donc vraiment là, la démonstration par excellence de l'incompétence du tandem Garcia-Zubi en matière de recrutement, avec la vente quand même de Zambo pour 33 millions d'euros, pour laquelle on peut dire merci à la gestion de Labrune notamment, puisque c'était un joueur qui avait été recruté pour une bouchée de pain avant l'arrivée de Jacques-Henri Hérault et sa clique. Cabella vendu pour 6 millions alors qu'on l'avait payé 8 2 ans plus tôt. Doria, on l'a vendu 2 millions, je crois qu'on l'avait acheté 5 ou 6. Donc globalement, on continue à faire des opérations qui ne sont pas très bénéfiques sur le marché des transferts, à part cette opération Zambo, qui nous permet d'équilibrer un budget à 12 millions d'euros net sur les transferts cette saison-là. L'année d'après, c'est donc avec Villas-Boas, puisque à juste titre, Rudy Garcia a été dégagé à la fin de la saison précédente. Une saison où on n'avait pas de sous pour recruter, on a vendu Ocampos et Luis Gustavo. On a récupéré 6 des 8 euros qu'on avait investis sur Luis Gustavo et 6 des 7 euros qu'on avait investis sur NJ. Dans les deux cas, on a perdu de l'argent. Sur Ocampos, on a fait une petite plus-value. On est passé, je crois qu'on l'avait acheté 10-12 millions. On a fini par le vendre 15, donc c'est une petite plus-value. Mais quand on voit ce qu'il est devenu après, on peut se dire que c'était un joueur qui pouvait éventuellement valoir plus. Mais bon, c'est vrai que chez nous, il mettait pas autant de buts que ça, il n'était pas très efficace. Donc à la rigueur, les 15 millions d'euros, c'était peut-être pas si mal fait. Le recrutement de Benedetto pour 14 millions d'euros à 30 ans, c'est encore un exemple d'un joueur qu'on a pris en fin de carrière, cher, et qu'on n'arrivera jamais à revendre. Et là, pour le coup, c'est vraiment de l'argent qui est presque jeté par la fenêtre, Benedetto. Un peu même titre que Mitroglou. Il a tendance à être plus apprécié des supporters. Mais statistiquement, c'est pas un joueur qui a eu des meilleurs résultats que Mitroglou, c'est du même ordre comme échec. Donc ça s'accumule. Rongier, c'est pas un échec, c'est 15 millions d'euros, c'était peut-être pas le bon tarif à ce moment-là, on aurait peut-être pu gratter 2-3 millions pour l'avoir un peu moins cher. Mais malgré tout, quand on voit ce qu'il produit, là pour le coup, c'est un joueur sur lequel on a plutôt fait une bonne affaire. Donc encore une fois, il y a une bonne affaire dans l'année. Le reste, globalement, c'est pas des bons transferts. L'année d'après, donc là encore une fois, là c'est l'arrivée de Villas-Boas, non pas l'arrivée de Longoria plutôt, qui doit s'accommoder des souhaits de Villas-Boas d'avoir un attaquant, et qui lui ramène
Enrique qui est un ailier gauche, donc là c'était un peu une erreur de recrutement au départ. Mais malgré tout, Enrique, moins pour 8 millions d'euros, je ne suis pas complètement désespéré. Je pense qu'on peut encore récupérer notre mise, voire avoir un très bon joueur dans quelques années. Donc pas jeter complètement à la poubelle. Luis Enrique, pour moi, c'est ni un bon ni un mauvais recrutement à ce stade. Alvaro, c'est plutôt un bon recrutement pour 4 millions d'euros, on s'en est bien tiré. Bounassar, j'étais assez content pour lui qu'il ait l'opportunité de partir au Bayern, même si c'est un bon joueur et que j'aurais bien aimé le garder. Et surtout, c'est un super mec dans l'effectif. Donc pour 10 millions d'euros, finalement, c'était le tarif et ça s'est bien passé pour nous, en tout cas, de le vendre. Ça s'est moins bien passé pour lui d'être parti, mais bon, ça, on pouvait pas le savoir et c'était quand même une expérience à tenter pour lui. Une année marquée par les événements de la commanderie, avec une saison qui s'est plutôt mal passée, notamment sous Villas-Boas initialement, où on jouait vraiment très très mal. Avec l'arrivée de Larguette, il y a eu un petit peu d'embellie, ça allait un petit peu mieux. Et puis une fois qu'on a vu Sampaoli prendre l'équipe en main, on a commencé à gagner et à arriver quand même à se qualifier pour la Coupe d'Europe, ce qui était un peu un des objectifs fixés à Sampaoli, après avoir fait une campagne pitoyable en Ligue des Champions notamment. La prise de la commanderie en février et puis l'intérim de Longoria comme président délégué pendant quelques semaines et puis qui est confirmé finalement fin mai. Donc c'est une année dont on va mettre la gestion sur le dos de Jacques-Henri Hérault qui a notamment signé en janvier, fin janvier, le transfert de Tongia et Ake, qui est quand même un peu suspect dans la mesure où c'est un échange qui est marqué à 8 millions d'euros de valeur faciale, alors que franchement les gens qui connaissent les deux joueurs n'y croient pas trop à cette valorisation. Et depuis cette année, on est parti avec Longoria, directeur sportif, le directeur sportif qui dégaine plus vite que son ombre, qui nous a ramené plus de 10 joueurs cet été, notamment des transferts onéreux comme Gerson et Lirola qui nous ont quand même coûté cher. Donc on va regarder sur la durée si vraiment Gerson, on en tire les 20 millions ou 25 millions d'euros qui nous a coûté. Les 13 millions d'euros de Lirola, il paraissait tout à fait justifié quand on voit les performances qu'il a fait l'année dernière. Mais cette année, on se pose peut-être plus de questions de savoir si on va retrouver nos sous là-dessus. Balerdi, on parle déjà éventuellement d'un potentiel échec et d'un départ, donc ça c'est quand même pas des gros succès. En revanche, les 9 millions d'euros qu'on a payés pour Milik, et surtout les 4 millions d'euros pour Luan Perez, 3,5 pour Conrad et les 0,7 pour Dieng, ça c'est du boulot qui a été bien fait, des joueurs qui ont été bien ciblés, un travail de la cellule recrutement qui était clairement bien préparé en amont, et on voit la différence de compétences sur ce genre de transfert-là avec la direction précédente. On a aussi des arrivées en prêt qui demandent à être confirmées éventuellement, et puis des prêts qui n'ont pas d'option d'achat, des arrivées gratuites, notamment des jeunes joueurs comme Pedro Ruiz, Ben Seguir et Nadir, et puis une flopée de départs gratuits, dont celui de Florian Thauvin, que certains regretteront, et aussi Germain, Sakai qui est parti pour pas cher du tout, Nagatomo et quelques autres que je dois oublier dans le lot. Bien sûr, Johan Pelé qui était au club depuis assez longtemps. Et du coup, il a fallu une doublure au poste de gardien. Alors, au niveau du classement, pour l'instant, on n'est pas trop mal au niveau des objectifs en championnat. On est 2 points derrière Rennes qui est deuxième. Je pense qu'on a moyen d'aller se battre avec Rennes et Nice et malheureusement beaucoup d'autres équipes qui sont quand même très serrées pour aller lutter pour la troisième place. On voit qu'il n'y a que 6 points qui nous séparent de Lyon qui est 12e. Il y a probablement d'autres équipes derrière qui ne sont pas bien loin non plus. Donc globalement, un championnat qui est très serré pour l'instant. J'aimerais bien savoir si le tapis rouge, le tapis vert contre Lyon nous est accordé. Ça sera ce soir, je pense. En tout cas, pour l'instant, moi je trouve qu'on est dans les clous pour une saison de reprise en main de l'effectif et un espèce de 11-0 de projet McCourt numéro 2 avec Longoria à sa tête. On est éliminé en Europa League, mais on n'a pas démérité quand même. Moi, je trouve qu'on a mérité mieux que ce qu'on a fait. Et puis, on est en course pour la Conference League. J'espère que du coup, c'est demain soir qu'on doit se qualifier contre le Lokomotiv Moscou. Alors, on a des situations un peu en fin de contrat, et des situations à regarder quand même de près, notamment des joueurs dont on parle beaucoup, comme Camara qui est en fin de contrat 2022 et pour lequel il y a des questions. Tchaleta Tsar, fin de contrat 2023. On a les joueurs qui sont en prêt avec des obligations ou des options d'achat. On a des joueurs qui sont en prêt sans option d'achat. Et en particulier Saliba qui est titulaire dans l'équipe aujourd'hui, presque indiscutable. Et puis donc on a aussi quelques joueurs qui sont partis en prêt cette année
et qui étaient pressentis pour partir définitivement, comme Strootman, Benedetto et Radonjic, qu'on risque malheureusement de revoir à la fin de la saison sans avoir vraiment de place à leur accorder. Puis on a quelques jeunes joueurs dont on se demande s'il faut les prolonger, sachant qu'ils n'ont pas trop de temps de jeu. Moi, pour ce qui concerne Simon, je serais tout à fait favorable à une prolongation. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Jonathan Pitou, on l'a vu qu'il avait fait une apparition sur le banc en Coupe de l'UEFA il n'y a pas si longtemps que ça, en Europa League. C'est un petit jeune intéressant, numéro 10. Bertelli, c'est plutôt un meneur de jeu, un peu léger, un peu à la Maxime Lopez, mais qui peut être intéressant un jour dans l'équipe. Tarialine, c'est un box-to-box, un milieu gaucher marocain, qui est un petit peu plus vieux que les autres. À vue de nez, je pense qu'il a 20 ans, 19-20 ans peut-être. Et qui est lui plus près de l'équipe première, mais pas tout à fait quand même pour être dedans. Et puis on a Pedro Ruiz Delgado qui est donc en prêt à NEC Nimeg cette année, qu'on va voir peut-être revenir. Lui, c'est un grand pivot d'1m98 qu'on a pris au Real Madrid à la fin de l'année dernière. En tout cas, des situations à gérer pour le directeur sportif de l'OM et pour le directeur financier, parce qu'à chaque fois, c'est des questions qui doivent se poser sur est-ce qu'on prolonge, est-ce qu'on vend, combien est-ce qu'on peut se permettre d'augmenter les salaires des uns et des autres, est-ce qu'on a les moyens de payer les indemnités de transfert qui vont avec les options d'achat, est-ce qu'on a les moyens de faire des offres pour un joueur comme Saliba ou éventuellement un joueur comme Harit. Donc ça, c'est des questions importantes pour nous. Pour le mercato d'hiver, on a donc à régler la situation de Camara qui doit décider entre sa prolongation ou son départ et éventuellement nous rapporter 5 ou 10 millions d'euros s'il trouve une solution amiable. Tchaletatsar, je pense que le club n'aura pas les moyens d'augmenter son salaire qui est déjà élevé et du coup il faudra déjà le mettre sur la liste des transferts cet hiver ou peut-être au pire l'été prochain. Environ 15 ou 20 millions d'euros. Et puis il y a des questions qui se posent sur Amavi qui n'est pas adapté au système et qui est clairement mis sur la liste des transferts par Sampaoli. Il y a aussi une bonne cote, une possibilité que Luis Enrique ou Balerdi puissent partir, voire Alvaro Conrad ou Gay, qui sont plus ou moins adaptés au système de Sampaoli, un peu jeunes, pas forcément tout à fait au niveau. Et on se demande toujours s'il y en a un de ceux-là qui va être poussé vers la sortie à un moment donné, ce qui dépend forcément des moyens qu'on a éventuellement pour les remplacer, parce que c'est quand même très important. Si on laisse partir un Luis Enrique en prêt, mais qu'on n'a rien du tout pour le remplacer derrière, bah, ça fait un trou dans l'effectif. Alors, dans l'état actuel de l'effectif, on a donc des problématiques à tous les postes. Il faut signer le contrat de Paul Lopez, il faut trouver un deuxième gardien si Mandanda part à la retraite. Il faut un troisième gardien éventuellement aussi pour nous permettre à Simon de partir en prêt, donc il faut pratiquement recruter trois gardiens, quoi. Il faut en défense, si on laisse partir Tchaletatsar et Saliba, eh ben, trouver des solutions pour deux titulaires quand même en défense centrale. On a besoin d'une doublure pour Luan Pérez, puisqu'on a fait le constat que Amavi n'était pas capable d'assurer ce rôle. Et puis, si jamais Alvaro et Balerdi sont poussés vers la sortie, il faudra trouver des remplacements pour eux. Donc en défense aussi, potentiellement un assez gros chantier selon à quel point les joueurs actuels ne donnent pas satisfaction. Au milieu défensif, on a la succession de Camara éventuellement ou sa prolongation. On a Gerson qui pose question quand même depuis le début de la saison, même s'il y a du mieux sur ses derniers matchs, et on va espérer qu'il confirme son adaptation. On a besoin de faire signer Matteo Guendouzi, pour lequel on a une option pas chère du tout, à une dizaine, 10 ou 11 millions d'euros, ce qui semble être une affaire pour un joueur qui est international ou presque français. On a Lirola qui a un peu du mal à s'intégrer dans le poste hybride, où on lui demande de rentrer au poste de milieu défensif en phase offensive. Et Rongier par contre qui est peut-être plus adapté là-dessus. Et puis on a éventuellement aussi une solution en cas de départ de Gay à trouver. Donc pas mal de boulot au milieu. Sur les milieux offensifs, on n'a pas de titulaire côté gauche. On se bat depuis le début de la saison avec Enrique, Conrad ou des solutions un peu ponctuelles comme des joueurs comme Lirola, Harit, Gerson qui ont fait des piges ou Bamba Dieng qui ont fait des piges à ce poste-là. Moi je trouve que c'est pas vraiment rendre service à ces joueurs-là, et puis de toute façon on a besoin de vraiment doubler tous les postes, donc on est parti pour essayer, quoi, dans les priorités je pense, possiblement dès le mercato d'hiver, il faudrait recruter un titulaire au poste d'ailier gauche. Il faut qu'on concrétise la signature de Under, on a besoin d'une doublure pour Under qui en a pas aujourd'hui, et on a besoin d'une doublure pour Payet si jamais Harit repart ou ne concrétise pas son prêt. Éventuellement, on a besoin aussi d'un autre ailier si Enrique part. Il faudra qu'on voit
À mon avis, il faut un cinquième joueur qui est, quoi, plutôt un septième joueur qui est capable de compléter et d'être le troisième joueur sur les trois postes offensifs, les deux ailiers et la pointe. Et le buteur, on a un problème d'efficacité offensive actuellement avec Milik. On a un potentiel à développer pour Bamba Dieng. Et puis une question pour savoir, encore une fois, si on prend une troisième alternative à ce poste, c'est ce dont je parlais, éventuellement un joueur qui est capable de jouer en pointe, mais aussi sur les deux ailes, qui puisse vraiment nous dépanner et nous assurer qu'on a moyen de faire tourner tout ce qu'il faut à ces postes-là. Vraiment rentrer dans le détail des chiffres et on va vraiment analyser toutes les informations qui sont à notre disposition. Alors moi de mon côté j'ai fait pas mal d'analyses financières dans le cadre de ma carrière, mais normalement quand je fais des analyses financières j'ai accès à des données détaillées. Et là ce qu'on a à notre disposition par le site de la DNCG, c'est des comptes qui sont résumés et qui sont des données de 2016 à 2020, en tout cas pour celles que j'ai récupérées. Bien entendu, on n'a pas encore les données 2021 et 2022 qui ne sont pas encore publiques. Du coup, ce que j'ai fait, c'est des estimations qui sont basées sur des analyses qui valent ce qu'elles vaut, qui valent ce qu'elles valent. C'est pas forcément juste, mais c'est la meilleure estimation que je pouvais faire avec l'information que j'avais à ma disposition de ce qui pourrait se passer en 2021 et 2022, et ça nous permet un peu de nous projeter pour essayer d'estimer notamment l'argent qu'il est nécessaire que McCourt remette au pot pour que l'équipe puisse avoir les moyens cette saison. Donc, c'est donc bien l'étude des comptes financiers dans cette section. Alors déjà, vous voyez là les budgets prévisionnels que j'ai rassemblés dans un tableur Excel. Ça se lit de droite à gauche pour avoir le sens chronologique. On commence avec la saison 2016-2017 à droite, et puis on avance jusqu'à la saison 2020, qui sont les données qui sont publiques. Et puis ce que vous voyez en grisé, les données de 2021 et 2022, c'est les fameuses estimations que j'ai faites, qui valent ce qu'elles valent et qui sont vraiment à prendre avec des grosses pincettes. Je vous expliquerai le détail de tous ces trucs-là. Ce qu'on voit dans les grandes lignes, quand on regarde ce truc-là, déjà la première chose c'est que historiquement, on a un chiffre d'affaires qui oscille entre 108, 109 millions d'euros. Les mauvaises années, et notamment l'année Covid ou la dernière année de Margarita Louis-Dreyfus ou l'année de transition. Et puis on a un chiffre d'affaires qui peut monter jusqu'à à peu près 143 millions d'euros les bonnes années. Ce chiffre d'affaires, il est composé de quatre grandes catégories: des droits audiovisuels, du sponsor, des recettes match, et puis des autres produits dans lesquels on n'a pas beaucoup de détails, mais on verra ce qu'il peut y avoir dans ces autres produits à la suite. Quand on regarde un peu dans le détail, on voit qu'il y a des recettes notamment de sponsoring qui sont celles sur lesquelles il y a pas mal de possibilités d'améliorer, et je vous montrerai plus tard où est-ce que je pense qu'il y a une marge d'amélioration. En tout cas, on peut regarder d'autres clubs qui sont comparables à l'OM et qui vont régulièrement en Ligue des Champions, qui ont plutôt des contrats de sponsoring à hauteur de 50 millions d'euros plutôt que 35. Et ça doit être un peu ça notre objectif pour arriver à franchir un cap. Et puis d'autre part, les résultats sportifs et puis le fait qu'on joue beaucoup de matchs de Coupe d'Europe, ça peut nous amener à avoir des droits audiovisuels qui montent jusqu'à 78 millions d'euros, puis des recettes match qui montent jusqu'à 22 millions d'euros dans les bonnes années. Donc pour arriver à se créer un chiffre d'affaires objectif, on va dire, de 150 millions d'euros, donc de 150 millions d'euros, il faudra qu'on optimise dans chacune de ces catégories-là et puis sportivement qu'on performe. Donc dans les autres produits, on va voir qu'il y a sûrement les ventes de maillots. On en parle souvent beaucoup des ventes de maillots comme si c'était la panacée, mais pour vous donner une idée, les ventes de maillots, ça représente peut-être 6 ou 7 millions d'euros sur le chiffre d'affaires de l'Olympique de Marseille l'année dernière. Les bonnes années, quand il y a l'arrivée de Dimitri Payet, par exemple, qui avait généré beaucoup de ventes de maillots en son temps, ou celle de Milik éventuellement, ça peut générer des petites hausses dans les ventes de maillots. Donc là, on peut avoir un million d'euros en plus, un petit million d'euros en moins, mais c'est pas là qu'on fait des différences de 50 millions d'euros comme ce qu'on peut faire sur les sponsors. Euh, Ensuite, il y a un premier truc qu'on voit dans ce tableau, c'est que dès que Jacques-Henri Hérault est arrivé au pouvoir de l'OM, il y a eu une augmentation de plus de 30% de la masse salariale, qui a explosé tout de suite avec l'arrivée de joueurs, et puis surtout des joueurs avec des gros salaires qui ont été pris. On en a parlé avant, le recrutement de joueurs confirmés, expérimentés, ça fait que d'un coup, tu as des salaires qui sont très élevés.
Et du coup, là, on a une masse salariale de l'ordre de 125 millions d'euros, ce qui est inquiétant ou 120 millions d'euros, ce qui est inquiétant pour un club qui fait 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas les bonnes proportions, on y reviendra. On voit que les charges financières, elles ont beaucoup baissé avec l'arrivée de Jacques-Henri Hérault et McCourt. Ça tient au fait que le club était très endetté sous Margarita Louis-Dreyfus, qui finançait ses investissements à travers des prêts bancaires, dont il fallait payer des intérêts. Alors que dans le cas de McCourt, on verra plus tard que lui, il met du cash, de son argent personnel, et donc on a finalement assez peu de dettes financières, et donc on a un résultat financier qui est assez faible, donc un petit résultat financier négatif, mais rien de préoccupant, en tout cas par rapport à ce qu'on avait avant. C'est pas un truc qui plombe nos finances de ces 600 000 euros de résultats financiers. Pour ce qui est de l'impact du ou de la Covid, dans l'année 2021, moi quand j'ai fait mes projections, j'ai estimé qu'on n'avait quasiment pas dû avoir de recettes match. On a bien dû arriver à grappiller quelques sous à droite à gauche, je ne sais pas exactement comment, mais j'ai considéré que ça allait être une année désastreuse de ce point de vue-là. Donc j'ai divisé par 3 ce qu'on avait fait comme chiffre d'affaires recette match avant. Si ça se trouve, ce chiffre c'est même zéro, hein, je ne sais pas. Je pense qu'il y a peut-être eu des compensations qui ont été versées par l'État, notamment qui pourraient rentrer dans cette catégorie-là. Et donc ça se trouve, je sous-estime un peu ce qu'on a eu en recette match. Sinon, pour le reste, j'ai supposé que ça restait à peu près pareil. Et pour l'année en cours, j'espère, donc là c'est un peu moi qui suis optimiste et ambitieux, qu'on va déjà continuer à pouvoir aller au stade, ça c'est important, et qu'on va avoir des droits audiovisuels en hausse. Je ne m'attends pas non plus à ce que ce soit la folie, on joue que la C4 à l'heure où je vous parle. On espère jouer la C4 si on joue bien contre le loco demain. Mais donc voilà. Pour l'instant, c'est un peu ça les grosses questions en suspens. Donc moi, c'est un peu les décisions que j'ai prises pour faire mes projections. J'ai supposé aussi que, notamment avec les fins de contrat, il y avait beaucoup de joueurs qui sont partis en fin de contrat, qu'on avait quand même réussi à pas mal baisser la masse salariale de 10%. C'est difficile à jauger parce qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont arrivés et qu'on n'a pas des informations très précises sur les salaires des partants et les salaires des entrants. Si ça se trouve, on va avoir une mauvaise surprise et réaliser que la masse salariale a augmenté et pas baissé. Mais en tout cas, moi, je mise sur le fait qu'on a réussi à baisser la masse salariale, ça faisait partie des objectifs, et qu'on a réussi à la baisser d'à peu près 10%. Et qu'on a aussi réussi à maîtriser un peu les autres charges, notamment avec une gestion un peu plus raisonnable de l'extra-sportif par Longoria. Pour ce qui est des amortissements, j'ai considéré que les transferts de Strootman et Payet avaient dû être amortis quasiment complètement en arrivant à la fin de l'exercice 2020-2021. Et donc en 2021-2022, normalement, on devait avoir du lest sur le plan des amortissements. C'est un peu du doigt mouillé, j'ai pas beaucoup de précision. J'ai estimé combien on a pu gagner ou perdre sur les transferts qu'on a fait cette saison. J'ai pris les 11 millions d'euros de pertes juste pour info, en considérant qu'on se débarrassait des joueurs indésirables, notamment ceux qui sont actuellement en prêt, comme Radonjic, Benedetto, et il m'en manque un, Strootman, sur lesquels il y a éventuellement des pertes comptables à supporter. Alors juste pour que vous sachiez, les résultats des opérations de mutation, c'est pas le prix de vente des joueurs qui est considéré, c'est la différence entre le prix de vente et la valeur comptable du joueur dans le bilan. Donc si on a vendu par exemple Strootman, on l'a acheté 30 millions, mais on a déjà amorti 80% de son indemnité de transfert, donc 24 millions. Strootman, par exemple, il vaut peut-être que 6 millions dans nos comptes. Si on le vend pour 2 millions, on perd 4 millions. C'est un peu ça, là-dedans, les résultats des opérations de mutation. C'est pour ça que j'ai considéré que cette année, on avait des pertes, mais c'est en supposant qu'on nettoie cette surcharge de boulets qui traîne un peu de l'ère précédente. Sans vouloir être d'ailleurs particulièrement méchant avec les boulets en question qui sont des bons joueurs, hein. C'est juste que pour nous c'est des poids financiers et qui n'ont pas un apport sportif à la hauteur de leur poids financier. Alors maintenant on attaque la catégorie des bilans. En regardant les bilans de l'OM, du coup là peut-être les gens ont un peu moins l'habitude de regarder le bilan. Ce qu'on voit tout en bas de la feuille c'est le résultat net, ça c'est un report de ce qu'on a vu à la page précédente, avec les pertes qu'on a pu voir tous les ans de l'Olympique de Marseille, sur lesquels je suis peut-être pas resté assez longtemps. On a aussi vu, mais je vais y revenir hein, dans l'analyse a posteriori, on a un total d'actifs
qui est donc à peu près stable autour des 220-230 millions d'euros ces dernières saisons, qui est notamment porté par une catégorie qui est importante, qui est ce qu'on appelle immobilisation, indemnité de mutation. Ça correspond à la valeur des joueurs. Alors moi, il y a un truc que je remarque quand je vois ça, c'est que cette première ligne-là, elle baisse. Elle baisse de 102 à 80 millions d'euros entre 2019 et 2020. Et ça tient notamment du fait que on recrute pas particulièrement de nouveaux joueurs de qualité, et que par contre, les joueurs qu'on a, leurs contrats s'amortissent. Mais non seulement leurs contrats s'amortissent, mais c'est des joueurs qui arrivent en fin de carrière et que effectivement on n'arrivera pas à vendre. Donc les 80 millions d'euros, aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que si on devait vendre notre effectif, on tirerait tellement plus que ça de notre effectif, même si on a eu les amortissements, parce que c'est des joueurs qui sont, en tout cas à l'époque de ces chiffres-là, donc en 2020, c'est des joueurs qui sont plus proches de la trentaine, voire des 32-33 ans, et qui sont un peu en fin de contrat, qui sont difficiles à refourguer. Donc ça, c'est peut-être avec la politique de Longoria l'occasion de faire de nouveau croître ce poste-là. On voit que, bon, même si on est déficitaire, on a quand même 50 millions d'euros dans la caisse, donc ce qu'on appelle les disponibilités et valeurs mobilières de placement. Ça, c'est en gros, c'est l'argent qu'on a dans le compte en banque ou dans la caisse. Ça représente à peu près 50 millions d'euros au moment où on clôture ces comptes-là au 30 juin 2020. Donc c'est quand même relativement confortable, on ne se dit pas qu'on est à la rue quand on a 50 millions d'euros en caisse. On a 38 millions d'euros de dette financière, ce qui n'est pas un montant très élevé pour un bilan de cette taille-là, une entreprise qui a autant d'actifs, une entreprise qui a aussi autant de chiffre d'affaires. Et puis on en a eu plus dans le passé, on y reviendra. Et quand on regarde les comptes des actionnaires, donc là on a la situation nette qui représente en gros la valeur des actions des actionnaires, qui est une valeur négative au 30 juin 2020, 55 millions négatifs. Elle est quand même compensée par les 127 millions de comptes courants d'actionnaires. Ça, c'est l'argent qu'ont prêté les actionnaires pour le fonctionnement au quotidien du club. Donc en fait, on peut en quelque sorte ajouter ces deux comptes-là et se dire que si McCourt voulait récupérer les 127 millions d'euros qu'il a prêté au club, il faudra en quelque sorte qu'il s'assoie sur les 55 millions d'euros de situation nette, et donc il lui restera peut-être quelque chose comme 75 millions d'euros. Grosso modo, aujourd'hui, si McCourt vendait le club, au 30 juin 2020, si McCourt vendait le club, il pouvait espérer récupérer dans les 70-75 millions d'euros d'un point de vue comptable. Ce qui ne veut pas dire que c'est le prix qu'on paye, parce que la comptabilité c'est une chose et le commerce c'en est une autre. Mais malgré tout, ça doit donner une indication de la valeur financière de ces actifs. Alors, on voit aussi que McCourt il a fait des augmentations de capital quand c'était nécessaire. Il a fait notamment une augmentation de capital en 2018. J'ai fait les calculs pour vous montrer exactement le détail du montant de chacune des augmentations de capital et de celles que moi aussi j'ai considéré qu'il avait dû faire en 2021 et 2022 pour maintenir le club à flot, sinon on ne serait plus là. Donc les augmentations de capital ou les apports en compte courant d'actionnaires, c'est les façons pour le club de rester à flot quand il a des pertes, c'est des façons pour l'actionnaire d'investir dans le club. On voit que la situation nette est négative, mais compensée par un compte courant d'actionnaire, c'est ce que je vous disais juste avant. Alors maintenant, si on va regarder un peu dans le détail de l'analyse de la performance et de la gestion. J'ai fait des calculs sur des indicateurs clés de performance. Vous avez vu en haut à droite, il y a un disclaimer pour vous dire que mon analyse n'engage que moi. Mais en tout cas, j'ai fait quelques petits calculs pour essayer de voir qu'est-ce qu'on mettait concrètement, quels chiffres on pouvait arriver à tirer, quelles informations on pouvait arriver à tirer pour avoir des chiffres qui parlent un peu qui sortent de ce bilan et de ce compte de résultats. Première chose, c'est que quand je regarde en termes de cash net, les transferts, ils ont été bien étalés dans le temps avec des 36 millions d'euros à peu près tous les ans. Alors moi j'ai considéré qu'en 2020-2021, ça avait dû être sérieusement contraint encore un peu plus, mais sinon on est à peu près sur une stabilité d'investissement tous les ans. On s'est débrouillé pour bien étaler les paiements et avoir des paiements bien lissés quoi, sur les transferts. Quand on regarde la valeur de l'effectif, elle est faible, surtout quand on déduit, parce que c'est la valeur nette, quand on déduit ce qui nous reste à payer sur les joueurs qu'on n'a pas encore fini de payer, il nous reste 40 ou 50 millions d'euros de valeur de joueurs en caisse.
ce qui est franchement pas enthousiasmant pour un club comme l'Olympique de Marseille. On aimerait bien avoir un effectif qui vaille au moins 2 ou 300 millions d'euros sur le papier. Pour l'instant, c'est assez décevant de ce point de vue-là. On voit que malgré tout, tous les ans, on investit énormément d'argent par rapport à la valeur de notre effectif. On met ces 36 millions d'euros tous les ans pour augmenter la valeur de notre effectif, mais que la valeur, elle augmente pas. Elle augmente pas en bonne partie parce qu'on achète des joueurs qui sont un peu vieux et qui progressent pas et qu'on a du mal à revendre. Et du coup, à chaque fois, on n'a pas des grosses plus-values qui nous permettraient derrière de racheter des joueurs plus chers. Parce que c'est surtout comme ça que ça marche. C'est en faisant des culbutes, en achetant des joueurs pas chers et en les revendant beaucoup plus cher que derrière on peut investir dans un joueur un peu meilleur la fois d'après et puis essayer de continuer à répéter cette action-là pour continuer à améliorer le club. Là, on n'a pas cette logique-là et c'est pour ça qu'on se retrouve à investir en gros les 2 tiers de la valeur de l'effectif tous les ans pour le recycler. C'est une catastrophe. Donc si on avait une politique d'investissement sur des joueurs à fort potentiel, on n'aurait pas cette situation-là où la valeur de l'effectif, elle décline depuis 2018. En gros, à peine ils sont arrivés, ils ont mis quelques sous sur la table pour essayer de faire tourner le club. À peine le club s'est directement mis à avoir la valeur de son effectif qui s'est de nouveau mise à décliner. C'est bien le signe que c'était pas bien géré cette histoire. Donc le rendement des investissements, ça c'est j'essaie de mettre en gros si je donne 1 euro à Jacques-Henri Hérault, combien est-ce que je récupère? Je récupère moins 0,62 euros l'année prochaine. Donc en gros il se débrouille pour me prendre mon euro et puis encore 62 centimes en plus. Sur les rémunérations nettes, sur les totales de produits, on a on voit que la gestion qui est censée être raisonnable de Jacques-Henri Hérault nous a mené à passer de 80% de rémunération sur le total des produits en 2017 à plus de 100% en 2021 d'après mes estimations. C'est un truc qui est vraiment regardé de près par la DNCG. Comme je vous disais, c'est aberrant de dépenser plus d'argent sur les rémunérations de tes joueurs que ce que tu es capable de générer comme produit. C'est forcément pas du tout soutenable à long terme. Et normalement, on parle de plutôt 70% de revenus sur tes salaires. Du coup, alors je vous ai fait une petite catégorie qui montre, on le voit plus là en fait, mais qui montre les budgets le budget qu'il faudrait qu'on ait pour avoir les rémunérations qu'on a. Donc tu vois, aujourd'hui on a, bon, certes c'est pas une bonne année, donc on fait peut-être 110 millions d'euros de chiffre d'affaires. On pourrait se dire qu'un jour on pourrait faire 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais par contre on va pas faire 180 millions d'euros de chiffre d'affaires, parce que pour l'instant on en est vraiment loin, même en étant en Ligue des Champions, on fera pas 180 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc le calcul de se dire on va avoir une masse salariale qui correspond à une équipe qui a 180 millions d'euros de chiffre d'affaires, il n'est pas viable. Alors maintenant, quand on regarde les autres charges qui sont affichées à l'écran, je suis désolé, je me suis perdu sur le détail d'avant. L'OM, c'est pas un club comme les autres. Il y a des charges qui sont allouées pour les associations et pour les clubs de supporters. Il y a des dépenses qui sont faites dans l'extra sportif traditionnellement. On a toujours été assez généreux dans la manière de fonctionner. Et du coup, le budget indicatif d'un club bien géré, qui est à peu près de 25% d'autres charges sur le 25% d'autres charges sur le montant de ton chiffre d'affaires, il n'est pas respecté historiquement à l'OM. On est toujours sur du 110-120% par rapport à cet indicateur-là. On est en période de Covid, on a été particulièrement généreux, c'est pour ça que j'ai laissé filer cet indicateur-là, et je pense qu'on a dû probablement pas bien gérer les autres charges, mais c'est plutôt une bonne chose, c'est parce qu'on est un club qui est généreux, et qui est prêt à perdre de l'argent pour la communauté de Marseille, donc ça, moi, j'apprécie. Et c'est pas la solution qu'avait fait Jacques-Henri Hérault initialement, qui était de couper les OMTV et aussi pas mal de liens qu'il pouvait y avoir avec des associations locales, et qui coûtait cher à l'Olympique de Marseille, c'est vrai. C'était pas une bonne solution. Et d'ailleurs, il y a plusieurs actions qui sont revenues. Alors certaines qui ont été plutôt des choix de Jacques-Henri Hérault, mais bon. En tout cas, on dépense pas mal d'argent en notre charge. Sur le plan des indicateurs financiers, moi ce que je vois clairement, c'est que les pertes financières accumulées de McCourt, elles étaient déjà à 310 millions d'euros à 2020 quand on avait les chiffres, pour la dernière fois les chiffres officiels, accumulés sur 4 ans à l'époque. On est 2 ans plus tard, il y a eu le Covid au milieu,
On a en plus fait un mercato avec un gros recrutement l'été dernier. Je pense qu'on est proche de 500 millions d'euros investis par McCourt si mes projections sont à peu près correctes. Et pourtant, ça continue. Alors, McCourt ou quelqu'un d'autre, hein, ça m'en fout, en tout cas, c'est 500 millions d'euros investis par les actionnaires. Euh, alors, j'ai retranscrit, tu vois, dans le passé, comment ça a pu marcher, les augmentations de capital qui ont été faites, pour celles qui peuvent ressortir en faisant l'analyse comparative des comptes d'une année sur l'autre. Donc, on voit que, par exemple, en 2017-2018, il y a eu un compte courant d'actionnaires pour 58 millions d'euros qui a été abandonné, vraisemblablement, et qui a été transformé en augmentation de capital, en partie. Et puis, il y a en plus McCourt qui a dû intervenir en mettant 100 millions d'euros de plus, ou un truc comme ça, ou 93 millions d'euros de plus, c'est le chiffre qui apparaît en dessous. Donc cette année-là, en 2018, McCourt a investi à peu près 93 millions d'euros dans le club, de manière à peu près claire, c'est ce qu'on peut voir dans les comptes. Et après, si on suit d'année en année, bah, les investissements de l'actionnaire, ils restent assez constants, 93, 111 millions, 87 millions. Moi, j'ai supposé qu'il avait dû continuer à investir à peu près le même genre de somme en 2021. Et pour 2022, et là c'est de la pure spéculation, c'était pour voir ce que ça donnait, j'ai supposé qu'il avait eu recours à de la dette financière en partie pour financer les mercatos de Longoria. Alors en termes de déficit structurel, franchement, je trouve que le Jacques-Henri Hérault a franchement de leçons à donner à personne, vu que le déficit structurel du club a explosé pendant son passage au club, notamment du fait de ses rémunérations qui étaient totalement hors de proportion. Donc le déficit structurel, en gros, c'est si je fais aucun transfert, ni entrant ni sortant, combien je gagne, combien je perds. Là, en gros, nous, on perd 28 millions d'euros à l'époque où Jacques-Henri Hérault reprend le club, et on perd 69 millions d'euros à l'époque où Jacques-Henri Hérault quitte le club, quoi, plus ou moins, ou quelque chose en tout cas à l'époque des derniers chiffres qu'on a. Et ça, franchement, c'est assez inquiétant de voir qu'on fonctionne avec une équipe qui est aussi loin d'être rentable. Alors, ça, c'était les autres charges dont je vous parlais tout à l'heure. Je me suis amusé à comparer de combien on dépassait les autres charges. Parce que normalement, on devrait en gros dépenser, je sais plus, on devrait dépenser dans les 60 millions en autres charges, je crois, et non, on devrait dépenser dans les 35 millions en autres charges, et on dépense dans les 45 ou 50, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc on dépense une bonne dizaine de millions de plus que ce qu'on devrait si on avait un budget bien géré avec 25% de charges sur nos produits, d'autres charges sur nos produits. Là, c'est un indicateur qui nous dit combien de jours il nous reste dans la caisse pour payer tous les déficits qu'on accumule. Là, ça nous montre quand même qu'en 2019, à un moment, il nous restait plus que 3 mois devant nous avant qu'on ait plus d'argent dans la caisse, à vue de nez. Alors ça ne veut pas dire grand-chose parce que tant qu'on a un actionnaire qui est prêt à intervenir et à remettre de l'argent dans la caisse, c'est pas spécialement inquiétant. Mais le problème, c'est qu'on est toujours dans une position où on est déficitaire, et donc on est toujours à quelques mois, quelques années éventuellement, de se retrouver dans la grosse merde si notre actionnaire décide de se lever un matin et d'arrêter de nous soutenir. Donc c'est pour ça qu'un club qui est bien géré, c'est plus sécurisant pour les spectateurs, parce que ça les rend moins dépendants des bonnes volontés d'un actionnaire qui peut être lunatique. Alors on a vu que les investissements de l'actionnaire ont été réguliers, qu'ils avaient déjà atteint 200 millions d'euros en 2019 et qu'aujourd'hui ils sont presque à 500 millions. Donc ça c'est reporté dans ce que vous voyez dans le tableau. Sous les 500 millions, il faut que vous alliez chercher les 80 millions que j'ai ajoutés à la dette financière en 2022, moins amortissement, donc ça fait 72 millions. Donc ces 80 millions d'investissement, ça nous amènerait à plus de 500 millions investis par McCourt depuis 2019, depuis 2018. Moi, j'ai supposé que McCourt continuait ses investissements, qu'il prenait un emprunt de 80 millions d'euros pour permettre le mercato qu'on a fait l'année dernière. C'est aussi possible qu'il le finance de sa poche ou qu'il fasse rentrer des copains dans le capital, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une hypothèse que j'ai prise, qui se défend. Ça vient aussi d'une info que j'avais vue, comme quoi JP Morgan, qui est une banque américaine, avait fait une proposition à l'Olympique de Marseille pour faire un gros prêt il y a à peu près un an ou un truc comme ça. Et je sais pas si l'OM a trouvé que c'était alléchant comme proposition.
mais éventuellement, il y a moyen d'obtenir un prêt pour financer les clubs de foot. Il y a des banques qui savent faire. Alors moi je me suis amusé du coup à calculer, alors forcément j'ai pas d'indication précise sur ce que McCourt a investi dans le club, et de ce que McCourt a investi dans le club dépend le montant qui nous reste éventuellement à investir pour le mercato d'hiver. Donc c'est une question que beaucoup de gens se posent. Donc je me suis amusé à faire une espèce d'échelle en disant, alors si McCourt a investi 80 millions d'euros en 2021 et 80 millions d'euros de nouveau en 2022, alors d'après mes calculs, il nous resterait moins 34 millions d'euros, donc on serait obligé de vendre des joueurs pour 34 millions d'euros pour être à l'équilibre. Ce qui n'est pas trop possible parce que je pense que la DNCG ne nous aurait pas laissé faire. Mais bon, c'est pour dire que McCourt a vraisemblablement mis plus d'argent que ça. Donc si on avance, moi j'ai pris l'hypothèse qu'il avait fait qu'il avait mis 107 millions d'euros et demi en 2021 et 107 millions d'euros et demi en 2022, ou un truc équivalent à ça. Ça peut être 80 et 135 si vous voulez. Mais en tout cas, qu'il avait mis, ou oui, ça doit être ça. En tout cas, qu'il avait mis le montant d'argent nécessaire pour qu'on ait un budget de transfert de à peu près 20 millions d'euros pour le mercato d'hiver. Je n'en sais fichtre rien, c'est juste de la pure spéculation. Mais c'était pour vous montrer combien d'argent il fallait qu'il investisse dans le club cette année, à peu près, pour qu'on arrive à avoir un petit peu de budget de transfert. C'est quand même pas négligeable. Alors sur le bilan de la gestion de Jacques-Henri Hérault, c'est catastrophique globalement sur la gestion du marché des transferts, et c'est lui qui est responsable du recrutement de la sélection et du maintien de Zubizarreta en place. C'est lui qui est responsable aussi probablement du choix de Rudy Garcia comme premier entraîneur, avec un projet qui était pas du tout axé sur le développement à long terme, mais plutôt sur les résultats à court terme, qui était vraiment pas ce qu'il fallait faire. Avec le privilège de pouvoir regarder ça maintenant dans le rétroviseur. Euh, mais surtout, alors ça c'est un peu la partie gestion du truc. Sur la partie gestion des comptes de résultats, on a vu que c'était vraiment pas bon du tout. Mais le pire, c'est surtout les relations exécrables qu'il a pu avoir avec des supporters invétérés du club, avec des joueurs légendaires, avec globalement l'assemblée des groupes de supporters qu'il a voulu contourner en créant son espèce de truc d'agora là qui était complètement con. Euh, il a aussi une image dédaigneuse globalement avec ses histoires de tisane et je sais pas quoi d'autre, et quand, tout le mal qu'il a pu dire de Marseille pendant qu'il était là. Plus jamais ça, quoi. Globalement, et puis bon, alors, le fait qu'il ait rapporté aucun titre, après c'est pas le seul à n'avoir rapporté aucun titre, et c'était pas lui qui était sur le terrain. Mais par contre, l'image dédaigneuse, ça c'est inacceptable. Du coup, vous verrez qu'on a lancé une pétition et qu'on demande à ce qu'il n'ait plus aucune fonction au club, parce qu'aujourd'hui, il est encore présent, à notre connaissance, au conseil de surveillance de l'Olympique de Marseille, dont il est encore le vice-président, je crois. Et ça, c'est inacceptable. On voit pas ce que quelqu'un qui sert visiblement pas nos intérêts et qui n'aime pas ce club vient foutre au conseil de surveillance de l'Olympique de Marseille. Et on voit également qu'il représente l'Olympique de Marseille à la LFP. Et on peut quand même se poser la question de savoir si tous les problèmes qu'on a avec la LFP depuis tout ce temps-là sont du fait de Jacques-Henri Hérault, ou en tout cas pas du tout aidés par le fait que Jacques-Henri Hérault soit aussi incompétent. Donc interdit de séjour au Vélodrome, interdit de s'exprimer au nom de l'Olympique de Marseille, JHE démission, signer la pétition. Alors dans cette section, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec les informations qu'on a glanées, et puis essayer de se projeter un peu pour savoir ce qui est possible de faire de mieux et comment on fait pour amener ce club à un niveau qu'on estime être le sien, ou devoir être le sien vu la qualité de ses supporters et la quantité de ses supporters. Alors la première chose, c'est que on voit, je voulais regarder un petit peu à gauche, quel serait l'impact d'avoir déjà des meilleurs résultats sportifs tous les ans pour voir ce que ça change sur le plan économique. On voit que si on regarde à la louche, si on s'est qualifié régulièrement pour les phases éliminatoires de la Ligue des Champions, ou qu'on gagnait la C3 éventuellement, on pourrait atteindre dans les 150 millions d'euros de budget annuel sans avoir à rien changer d'autre dans notre mode de fonctionnement. Ça nous donnerait entre 25 et 40 millions d'euros de plus que ce qu'on a actuellement comme revenu. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, si on se base sur ça comme objectif en gros de revenus, d'avoir ces 150 millions de revenus,
il faut aussi qu'on ait une gestion des rémunérations qui soit cohérente avec ça, parce que sur le long terme, si on paye beaucoup plus que ce qu'on gagne, eh ben on va finir par aller droit dans le mur, et on est trop dépendant de l'actionnaire pour continuer à renouveler son soutien, à moins d'avoir un actionnaire monstrueux. Donc il faudra à un moment qu'on arrive à trouver un moyen de réduire les rémunérations de ces joueurs, et avoir des joueurs qui soient moins payés, soit avec les mêmes joueurs qui acceptent de baisser leur salaire de l'ordre de à peu près 11% chacun, soit éventuellement en considérant une gestion des joueurs qui implique de prendre plus de jeunes joueurs, d'avoir plus de joueurs qui sont sur des contrats à bas coût, et quelques stars, mais pas autant de joueurs qui tournent à 200, 300 000, 400 000 euros de salaire, parce qu'on n'a pas trop les moyens de se payer, vu l'état actuel de nos revenus. Sur les autres charges, pareil, on a un surcoût d'autres charges, donc c'est ça, on devrait être à 38 millions d'euros de charges sur un budget de 150 millions d'euros si on performait bien, mais on est à 53 millions. On est largement, ou 63 millions même, on est largement au-dessus de ce qu'on devrait dépenser. Il faut qu'on arrive à baisser ces autres charges potentiellement de 40% pour revenir dans les clous et être un club rentable. Mais il y a aussi une réalité, c'est qu'il faut que l'OM continue à être un club qui a une œuvre sociale, qui continue à investir un peu dans l'extra sportif. Du coup, moi je serais partisan du coup, que ça fasse partie des missions que l'actionnaire soit obligé de financer, et que l'œuvre sociale, pour le coup, ce soit pas quelque chose sur lequel on puisse vraiment complètement arrêter, mais par contre on peut réduire les 25 millions d'euros, il doit y avoir des économies à faire. C'est pas possible que d'autres clubs arrivent à fonctionner en dépensant 40% de moins que nous en notre charge. C'est quand même très compliqué d'avoir à la fois une baisse des revenus et une augmentation des résultats. Mais bon, il y a d'autres façons d'augmenter les revenus de l'équipe sans avoir forcément à changer complètement le modèle du club. Aujourd'hui, sur la fanbase Instagram de l'OM, on voit qu'on est 2 millions. On a 37 500 000 dans la fanbase d'Instagram du PSG, avec un public qui est très international pour le PSG. C'est pas le cas pour l'OM, à part quelques pays éventuellement où on a des concentrations de fans de l'OM. Mais sinon, globalement, on est quand même beaucoup moins vu sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux que d'autres clubs. Ça, c'est un truc à résoudre parce que ça a un impact énorme sur les revenus de sponsoring. Alors là, on voit les revenus de sponsoring du QSG qui sont pratiquement 10 fois plus élevés que les nôtres. Donc là, si on arrivait ne serait-ce qu'à monter de 2000 à 3000 euros de 2 millions à 3 millions d'abonnés sur Instagram, on pourrait avoir nos 25 millions de revenus sponsoring qui passeraient directement à 35, 37 millions, un truc comme ça. Donc ça, c'est 10-12 millions d'euros en plus, juste en ayant des abonnés sur Instagram. Et on peut en avoir 30 millions. Donc là, ça, il faut vraiment voir comment on arrive à développer la marque OM sur le net, et comment on fait aussi pour attirer ces publics-là. Et une des meilleures manières, à mon avis, c'est d'abord en proposant du beau football, avec une identité de jeu bien définie, un style spectaculaire. C'est ce qu'avait fait Barcelone ou Arsenal en leur temps, qui leur a permis de construire une équipe qui gagnait de l'argent parce que elle produisait du beau jeu. Et à mon avis, ça c'est une bonne manière d'envisager les finances d'un club. C'est-à-dire qu'on lie la performance sportive avec le spectacle qui est proposé, et puis derrière le résultat d'avoir des revenus qui augmentent. Moi, je pense que c'est une bonne façon de regarder les trucs. Et si on fait du coup un peu de travail comme ça, en théorie, on peut arriver en quelque temps à augmenter 5% augmenter de 50% la fanbase sur les réseaux sociaux, augmenter un peu l'affluence au stade de 5%, augmenter un poil les recettes match à 25 euros. On n'arrivera jamais aux 37 euros du PSG, mais je pense qu'on peut vendre un ou deux sandwichs en plus et des trucs comme ça. On doit pouvoir arriver à gratter quelques euros de plus, surtout si le spectacle est à la hauteur. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et en sponsoring et droits télé, il y a forcément des trucs à aligner avec le PSG sur notamment les droits télé hors Europe, puisque sur les droits télé en Europe, c'est négocié au niveau de toute la ligue, mais sur les droits télé hors Europe, je trouve qu'on est trop bas par rapport au PSG. On doit arriver
à revenir à leur niveau, surtout si on a une fanbase qui augmente. Alors pour améliorer la gestion aussi, bah, le fait de recruter des jeunes à haut potentiel, là je vous ai donné un exemple à titre illustratif de c'est quoi la différence entre recruter un jeune à 10 millions d'euros et recruter un vieux à 10 millions d'euros. Moi je suis vieux, hein, donc j'ai rien contre les vieux, je suis même bien plus vieux que les recrues de l'Olympique de Marseille, même les plus vieilles. Mais 10 millions d'euros pour la première année, au départ, ça veut dire que cet argent-là, tu vas l'étaler sur la durée du contrat, 5 ans ou un truc comme ça. Puis qu'à un moment, peut-être au bout de 3 ans, tu vas te poser la question de le vendre. Alors si c'est un jeune, déjà tu vas le payer probablement moins cher initialement, parce qu'il est encore en phase de développement, donc tu vas peut-être arriver à t'en tirer avec un salaire moins élevé, donc tu fais une petite économie pendant les 2 premières années, et puis tu arrives à la fin de son contrat, tu le revends au moins le prix que tu l'as acheté. Si tu l'as acheté à 23 ans, tu le revends à 26 ans, tu peux arriver à le revendre 10 millions et grosso modo bah, pas avoir perdu d'argent. Alors que si tu fais la même chose avec un vieux, eh ben t'es perdant sur toute la ligne, t'as fait que perdre de l'argent. Donc voilà. Donc miser sur des jeunes, c'est un moyen de faire en sorte que ton argent il soit mieux recyclé dans le club après, et que ton équipe elle puisse se construire d'une génération sur l'autre, qu'on n'arrive pas au bout de 3 ans à devoir faire table rase et recommencer à zéro. Donc voilà. Donc ça c'était un peu les idées stratégiques. Je voulais aussi vous montrer un peu où on se situait par rapport au top 16 européen en termes de budget. Aujourd'hui, pour rappel, on a un budget qui oscille entre 110 et 120 millions d'euros quand on n'est pas très performant en Coupe d'Europe comme c'est le cas ces dernières années. C'est pas flamboyant, on est proche de l'Atalanta qui est vraiment le dernier du lot des 16 européens, et puis loin derrière, et franchement pas en course pour arriver à aller très loin en Ligue des Champions. Si on veut être un club qui peut aller se battre avec les gros, il faut au moins qu'on arrive à la hauteur de Leipzig et de préférence à la hauteur de l'Atlético Madrid. Et ça, du coup, les idées, c'est bah, miser sur les jeunes, puisque c'est visiblement ce que font tous les clubs qui sont dans cette zone-là à peu près de budget. Ils misent lourdement sur les jeunes et sur la longue durée pour arriver à développer un club. C'est le cas de l'Atalanta, de Valence, c'est le cas de Leipzig, c'est le cas de Naples, c'est le cas de l'OL, c'est le cas de l'Atlético Madrid, c'est le cas du Borussia Dortmund. Tous ces clubs-là, leur manière d'arriver au niveau où ils sont et de développer leurs revenus, leurs marques et leur club, c'est en misant sur les jeunes. Puis après, bon, ben voilà, nous aussi, on sait qu'il y a des échelles à monter. Si on est qualifié en C1, on sera toujours tout en bas de la classe des top 16. Si on se qualifie régulièrement en C1, ben on sera toujours en bas de la classe du top 16. Même avec les 100 millions d'euros que nous apporte éventuellement McCourt tous les ans, bon, on arrive à se mettre à la hauteur de Naples ou des trucs comme ça, mais on est toujours en dehors du top 12, on va dire. Et c'est à partir du moment où on commence à avoir ce que j'appelais des revenus normés, c'est-à-dire qu'on a commencé à développer la marque du club et à avoir des vrais revenus de sponsoring comparables à ceux du QSG, avec une grosse notoriété à l'international et une grosse fanbase sur les réseaux sociaux. C'est là que éventuellement on peut avoir des gros revenus et que c'est là-dessus qu'il faut compter pour vraiment franchir un cap. Alors comment on fait en 2022 et au-delà? La première question que j'ai eue assez régulièrement, c'est de savoir si on était un club pauvre. On n'est pas un club pauvre, on est un des clubs les plus riches de France, on doit être dans les 4 ou 5 premiers budgets en France en termes de produits d'exploitation. Il y a clairement le QSG et l'OL qui sont devant nous actuellement. Mais on n'est pas un club pauvre, on dépend complètement de la volonté des actionnaires actuels de remettre les 100 millions d'euros qu'ils mettent par an pour faire tourner le club. Mais le problème, c'est qu'on voit surtout pas bien pour le moment comment ils vont faire pour développer les revenus du club pour arriver à la hauteur dont on parlait, quoi, passer d'être un club qui génère 120-150 millions d'euros de chiffre d'affaires à un club qui génère 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est un palier qu'il faut qu'on arrive à franchir à un moment. Euh, et une des manières de le franchir, c'est en s'appuyant sur un trading joueur intelligent, ce qui a franchement pas été le point fort, comme on l'a vu dans l'autre partie de Jacques-Henri Hérault et de Zubizarreta. Mais avec Longoria, donnons-lui un peu plus de temps. En tout cas, ça semble assez intéressant de voir les recrutements qu'il fait. Et puis, bon, il y aura forcément quelques erreurs dans le lot.
Mais en tout cas, il y a une ambition qui est de créer une spirale positive pour le long terme, ce qui n'était pas le cas. J'ai l'impression qu'on avait tendance à être un peu court-termiste jusqu'à maintenant. Le problème de la DNCG, on en parle souvent, pourquoi est-ce qu'ils viennent foutre leur nez dans notre club? Est-ce que ça veut dire qu'on est dans la merde? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas investir? Le rôle de la DNCG, c'est de s'assurer que le club ne va pas faire faillite avant la fin de l'année, qu'il a les ressources pour les investissements sportifs qu'il a prévu de faire. C'est pour ça qu'il demande un budget très détaillé à tous les clubs tous les ans, pour s'assurer qu'il ne va pas y avoir un club qui va arriver au mois de mars et arrêter de payer les salaires, parce que ça fout la merde, on le voit dans certains pays exotiques. C'est vraiment le genre de truc qui pourrit les championnats et qui donne une très mauvaise réputation. Donc c'est une bonne chose qu'on ait un organe de contrôle qui s'assure de ça. Maintenant, leur job à eux, c'est pas de dire à McCourt combien d'argent il faut qu'il investisse. Et ça, c'est McCourt qui décide. Ou c'est ses co-investisseurs éventuellement qui décident. Et si ils veulent mettre plus d'argent, s'ils veulent en rajouter par rapport à ce qu'ils avaient mis en mai-juin pour nous permettre de faire le mercato d'été qu'on a fait, c'est possible qu'ils trouvent un arrangement avec la DNCG qui nous permette de faire des transferts même sans départ. Dans la projection financière que je vous ai montrée dans la partie précédente, c'était tout à fait le cas. On avait 20 millions d'euros qui étaient réservés par McCourt pour faire des transferts. Ça dépend de combien d'argent il est prêt à perdre. Donc il est prêt à investir, on va dire. Est-ce que je crois à la vente OM? On m'a posé souvent la question. Je crois que l'OM, oui, ça a déjà été vendu dans le passé et ça sera vendu dans l'avenir. Je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire quand ça pourrait arriver. Sur les histoires qu'on a entendues sur les Saoudiens, ben oui, on a entendu beaucoup de gens en parler. Moi, j'ai pas vu de preuves concrètes à ce sujet. Et les personnes intéressées, que ce soit du côté de McCourt ou du côté des Saoudiens, ont démenti qu'il y avait quoi que ce soit comme discussion avancée à ce sujet. Donc moi, je ne sais pas s'il faut croire les enquêteurs, les journalistes qui pensent que c'est vrai, ni ceux qui pensent que c'est faux. En tout cas, ce que j'ai essayé de voir, c'était qu'est-ce qui était crédible là-dedans. Il y a un truc, ce qui est clair, c'est que McCourt, même s'il perd 100 millions d'euros par an à l'OM, il est encore capable de le faire puisque sa fortune, elle n'a pas diminué depuis qu'il est arrivé au club. Donc le fait que McCourt soit pauvre et qu'il n'ait plus les moyens d'avoir l'OM, ça c'est pas un bon argument. McCourt il est pas devenu pauvre, il a fait que s'enrichir depuis qu'il est arrivé à l'OM et ça se trouve il est pas mécontent du tout du deal qu'il a fait s'il arrive à s'y retrouver dans ses autres business. Je sais pas du tout quel est son calcul économique pour racheter l'OM et où est-ce qu'il gagne les 100 millions d'euros qu'il perd à l'OM. Ça je sais pas. Il y a d'autres investisseurs comme McCourt qui sont présents au conseil de surveillance de l'OM SASP pour ce qui concerne Pierre Bellon, qui est le milliardaire qui est à la tête de Sodexo, qui pèse à peu près 4 milliards d'euros, et Kirill Louis Dreyfus, qui lui est au conseil de surveillance d'Eric Soccer, qui est le fils de Margarita Louis Dreyfus et de Robert Louis Dreyfus, et le propriétaire de Sunderland FC en Angleterre, puisqu'il a racheté ce club aussi. Et aux dernières nouvelles, il avait encore une petite participation minoritaire au club et il avait participé à un conseil de surveillance il y a peut-être 2 ans maintenant, puisqu'il n'y a pas beaucoup de données tellement plus récentes que ça. Mais en tout cas, aux dernières nouvelles, Kirill Louis Dreyfus et Pierre Bellon sont toujours dans l'orbite de l'Olympique de Marseille. Et puis, si jamais l'OM est vendu, ce sera peut-être les Saoudiens, ce sera peut-être Pierre Bellon ou Kirill Louis Dreyfus, ce sera peut-être encore quelqu'un d'autre qui n'est pas sorti du bois, peut-être quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. C'est possible qu'il soit plus riche que McCourt, c'est aussi possible qu'il ne le soit pas. Pour l'instant, j'ai pas d'informations précises à ce sujet. Alors j'ai entendu plein d'autres petites histoires dont j'ai quand même voulu parler assez vite fait. J'ai vu une histoire comme quoi Marseille avait changé de commissaire aux comptes, donc les auditeurs qui vérifient les comptes du club tous les ans, et que ça c'était un signe qu'ils allaient être vendus. La société qui a été du coup enlevée, c'est la société Deloitte, qui est une société américaine ou en tout cas d'envergure internationale, qui pourrait tout à fait être utilisé dans le cadre d'une vente du club à l'étranger. Et à la place, ils ont mis un cabinet d'audit qui est sûrement respectable, mais qui est une entreprise franco-française qui n'a pas du tout l'air d'avoir le profil d'une entreprise qu'on utiliserait pour faire ce genre d'audit d'acquisition. Cela dit, si tu devais faire un audit d'acquisition pour acheter l'Olympique de Marseille, tu n'utiliserais pas les auditeurs en place du club,
tu utiliserais vraisemblablement tes propres auditeurs dans le cadre d'un processus de due diligence. Donc c'est les Saoudiens qui nommeraient des consultants pour aller sur le terrain, éplucher tous les dossiers de l'OM ou des trucs comme ça. Donc en gros, on s'en fout un peu. L'OM est obligé tous les 5 ans de renouveler le mandat de son commissaire aux comptes. S'ils en ont trouvé un qui faisait aussi bien le boulot pour moins cher, aucun intérêt. La holding Eric Soccer a une situation nette négative. Oui, c'est un peu comme la situation nette de l'OM SASP qu'on a vu tout à l'heure, qui est aussi négative. Tant que les actionnaires sont derrière et continuent à réinvestir dans la holding qui réinvestit elle dans l'OM SASP, on est toujours au même point, ça veut rien dire de particulier. Il y a une deuxième holding apparemment qui a été créée au Delaware, j'ai vu ça aussi, qui s'appelle OMB LLC. Il y a un OMA LLC et un OMB LLC. On ne sait pas qui sont les propriétaires de ces LLC. On suppose que c'est Frank McCourt et peut-être sa famille. Peut-être d'autres investisseurs qui peuvent être derrière aussi ces véhicules-là. Dans le Delaware, il n'y a pas d'obligation de publier d'informations sur les sociétés, donc on ne sait franchement pas grand-chose à ce propos. Ça pourrait être tout simplement pour des raisons fiscales ou des raisons de répartition du pouvoir qu'il y a maintenant deux holdings parce que, je sais pas, le fils n'est pas d'accord avec le père, et donc ils ont décidé de voter chacun de leur côté. Bref. Il y a des Émiratis et des Saoudiens qui vont à Marseille. Il y en a même qui font leur apparition au stade une fois de temps en temps, avec un beau turban, avec éventuellement une petite barbe. Et du coup, tout le monde s'excite à s'imaginer que ça veut dire qu'il y a une transaction qui est dans les tuyaux. Quand Emmanuel Macron fait un voyage d'affaires dans le Golfe, ou qu'un autre dirigeant français va faire des affaires dans le Golfe, tous les fans de l'OM s'excitent comme si c'était fait que la vente OM allait se faire. Je voulais vous rassurer quant au fait que les gens du Golfe font des affaires partout, y compris à Marseille, y compris à Paris et dans tout le monde. Je vous rassure aussi que les Français font beaucoup de business dans le Golfe. Du coup, il faut vraiment pas tirer de conclusion du fait qu'il y ait des affaires qui se font entre la France et le Golfe, quoi. Ça se fait régulièrement. Il n'y a pas de panneau Aramco qui soit apparu au Vélodrome. Ça, franchement, j'ai bien creusé le truc. J'ai pas trouvé de photos qui correspondent à ça. J'ai vu plusieurs personnes qui demandaient à voir les photos. Je suis assez d'accord avec cette approche-là. Si c'est vrai qu'il y a eu un panneau Aramco qui annonçait la venue des Saoudiens ou qui d'une manière ou d'une autre en était indicative, ça aurait mérité peut-être d'en prendre une photo. S'il a été enlevé très rapidement, ça aurait été mérité peut-être de prendre une photo des gens qui étaient en train de l'enlever. Moi, tant que j'ai pas vu ces photos-là, je comprends pas que les Saoudiens, qui sont quand même des professionnels, et Aramco, qui est une boîte qui a des milliards, fassent un impair de ce style-là et divulguent un truc que visiblement ils souhaitent garder secret, si tant est que c'est vraiment quelque chose de réel. Donc franchement, ça me paraît de l'ordre du fantasme total. Quant à CMA, CGM et DP World, là aussi j'ai regardé un peu de plus près, ça me paraît pas très cohérent non plus qu'il y ait des informations détaillées sur les investissements de ces sociétés-là dans l'OM ou dans le Vélodrome. C'est possible qu'elles aient un rôle ou un autre, mais un investissement dans l'OM, je ne crois pas que ce soit dans les tuyaux. Pour l'instant, ça ne m'a pas l'air crédible du tout comme information. Euh, on a vu des gens qui disaient que la source, c'était forcément une bonne source, puisque l'information était également ressortie aux quatre coins du monde, en Australie et en Arabie Saoudite et ailleurs, sur les comptes Twitter de l'un et sur le magazine de l'autre. Mais à chaque fois, c'est la même source. On parle toujours du même magazine Team Talk, qui a fait un article après la session de Newcastle aux Saoudiens pour dire qu'ils seraient peut-être encore intéressés par l'Inter Milan et l'OM, ce qui semble pas être le cas. Mais bon, apparemment ça fait marcher les clics, donc il y a des gens qui aiment ça. Je suis désolé de vous décevoir si vous trouviez que c'était que c'était super, mais moi perso je suis désolé, toutes ces informations-là, pour l'instant, c'est des bribes de rien du tout. Et surtout, alors par contre, l'information qui est vraiment véridique et intéressante et utile et humaine, c'est la naissance prochaine de l'enfant de Bouba Camara. Si je fais les calculs à peu près correctement, ça doit être à peu près pour le mois de mars. Ils ont annoncé que c'était un petit garçon. Donc on attend la prochaine génération de Camara, puisqu'il a déjà un fils qui commence à avoir 18 mois ou un truc comme ça, qui va bientôt pouvoir jouer en U3 à l'OM. On l'attend, on l'attend, Bouba, on l'attend. Bon ben voilà, je vous avais promis une analyse détaillée avec toutes les bonnes idées que je pouvais avoir pour la gestion de l'OM.
J'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir été aussi long. J'espère que ça en a intéressé certains d'entre vous et que vous êtes encore là. Et puis, si c'est le cas, bah, rejoignez la page de P. Guevara et venez en discuter avec nous pour qu'on voit un peu l'avenir ensemble et qu'on essaie de tirer des plans sur la comète. Salut!